peut-être dans ce cas, nous passons la main à présent à Monsieur Duchesne, Charles Duchesne, en ce qui concerne les premières applications de la loi Sapin 2 sur le plan préventif que vous avez exposé à l'instant et qui est évidemment un volet très important de la loi Sapin 2. Merci, monsieur le professeur. Écoutez, je vais essayer. J'espère que la manière dont nous avons mis en œuvre la loi est conforme aux attentes de son père. Parce que tous les jours, nous découvrons dans la loi et tous les jours, finalement, nous modifions un peu notre approche, et c'est tant mieux, on n'a pas peur de le dire, parce que je crois qu'on n'est pas encore arrivé au bout. Il y a un certain nombre de choses, vous disiez tout à l'heure, monsieur le ministre, qu'on n'est peut-être pas encore le moment de voir quelles étaient les faiblesses du texte. Il y a des choses qui nous apparaissaient comme étant des faiblesses au début et qui finalement nous paraissent peut-être des faiblesses très relatives. Je pense notamment à nos prérogatives. On a des prérogatives en matière de contrôle qui sont relativement modestes, mais finalement qui ne nous posent pas de contraintes particulières. La procédure pénale est beaucoup plus intrusive, par exemple, mais elle est beaucoup plus contraignante aussi pour ceux qui la mettent en œuvre. Et donc, pour l'instant, on découvre la loi et tous les jours, on voit qu'on peut faire des avancées nouvelles. Alors, la question qu'on nous pose tous les jours, c'est de savoir si nous ne sommes pas dans une forme de schizophrénie en faisant à la fois du conseil et du contrôle. Alors, je trouve que c'est quelque chose, évidemment, il faut prendre garde à ne pas mélanger les genres, mais c'est quelque chose de très cohérent. La loi nous donne deux missions principales. Une mission de conseil auprès en particulier des entreprises et des grandes entreprises, mais auprès de tous, également auprès des administrations, des collectivités territoriales, leurs établissements, auprès de tous. Et c'est une mission qui est très intéressante, mais qui n'est absolument pas exclusive ou antinomique avec la mission de contrôle que nous donne la loi par ailleurs. Et nous avons commencé cette mission de conseil donc dès le début, dès le mois de septembre, par les missions de recommandations qui ont fait l'objet d'un avis au journal officiel. Ces recommandations étaient tout à fait plaquées sur les dispositions de l'article 17, c'est-à-dire qu'elles se voulaient être une grille de lecture ou des éléments d'appréciation pour la mise en œuvre de ces obligations de l'article 17. Et petit à petit, nous essayons de nous orienter vers des recommandations qui seront peut-être un peu plus sectorielles, un peu plus en lien avec des métiers déterminés ou avec des thématiques déterminées dans le cadre de ces obligations de l'article 17. Alors, la difficulté que nous éprouvons dans ce domaine, c'est que ces mêmes obligations n'ont pas été faites aux personnes publiques par la loi. Mais notre vision, notre pratique aussi, c'est de dire il n'y a pas de raison de faire de différence et nous allons essayer d'appliquer de la même manière ces obligations aux personnes publiques et aux personnes privées, en tenant compte, bien évidemment, des spécificités des unes et des autres. Et d'ailleurs, la loi nous y invite elle-même, puisqu'elle dit que les dispositions de l'article 17 applicables aux acteurs économiques d'une certaine taille doivent être appliquées, mais que l'on doit contrôler leur application en tenant compte des capacités de chacune de ces organisations, capacité en personnel, capacité financière. Il est évident que nous n'aurons pas les mêmes exigences à l'égard d'une entreprise qui passe juste les critères de la loi, au moins 500 salariés, plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, qu'avec une entreprise qui serait beaucoup plus grosse et qui aurait des moyens beaucoup plus importants. Tout ça pour dire que nous aurons la même application dans le secteur privé que dans le secteur public. Il y a d'ailleurs un certain nombre de collectivités qui se prêtent tout à fait à l'exercice, qui travaillent avec nous, et je dois dire à cet égard, je suis encore dans le registre du conseil, on parlera tout à l'heure du contrôle, que nous avons conclu un certain nombre d'accords, notamment avec le CNFPT, et que nous travaillons beaucoup. Nous avons rencontré les associations d'élus, et nous essayons de travailler avec eux pour que ce qui pourrait apparaître au départ comme simplement une contrainte, et j'allais dire une contrainte de plus, mal vécue forcément par les temps qui courent, parce que les contraintes financières font que les empilages législatifs sont assez peu goûtés par ceux qui doivent les mettre en œuvre, mais nous essayons aussi de nous rapprocher des autres instances, telles la Cour des comptes, telles les corps d'inspection, pour essayer de donner à notre action collective une cohérence et ne pas rajouter des obligations qui pourraient être considérées comme
coûteuses et inutiles par ceux qui les subissent. Donc je rappelle qu'en effet, il n'y a pas d'obligation, en tout cas, il n'y a pas la même obligation faite aux acteurs publics qu'aux acteurs économiques, puisque le référentiel de contrôle de l'article 17 ne s'applique pas aux acteurs publics et que par conséquent le législateur n'a pas prévu de sanctions en cas de méconnaissance de ce référentiel. Mais nous le recommandons, nous le conseillons. Un certain nombre de personnes publiques sont déjà en train d'établir leur cartographie des risques, leur code de conduite, évaluent leurs fournisseurs, évaluent leurs intermédiaires, etc. Les choses se passeront de la même façon avec les adaptations nécessaires. Et nous considérons, et je le dis sans détour, nous considérons que la corruption est généralement, pas toujours, mais généralement, une relation fautive qui se noue entre deux personnes, voire davantage, généralement une personne publique et une personne privée, et qu'il serait injuste et peu pertinent que de faire reposer la charge de ces obligations nouvelles sur les seules épaules de l'entreprise. Les pouvoirs publics ont su, et c'est très habile, je crois, déléguer aux entreprises le soin de s'autocontrôler et d'une certaine manière de s'autodiscipliner. Il faut que les administrations publiques, quelles qu'elles soient, donnent l'exemple de la même manière et dans la limite de nos pouvoirs, nous y veillons et c'est en tout cas le message que nous faisons passer. Alors, les recommandations, je vous l'ai dit, ont été publiées, d'autres recommandations sont en cours d'élaboration. Elles feront d'abord l'objet d'une mise en ligne sur notre site parce que nous allons essayer, j'allais dire, de les éprouver avant d'aller les publier au journal officiel parce que le journal officiel, c'est tout de même pas le journal de Mickey. On ne va pas tous les jours rajouter quelque chose. On va attendre de voir si ce que l'on propose est solide, si c'est accepté, parce que si ce n'est pas accepté, ça ne servira à rien, personne ne l'appliquera. Et le jour où ces recommandations seront éprouvées, à ce moment-là, on pourra en retirer la substantifique moelle et l'intégrer dans les recommandations publiées. Mais notre site sera, j'allais dire, l'outil essentiel pour prendre connaissance de leurs évolutions. Un scoop, mais ce n'en est pas un. Nous avons aussi la charge d'établir un plan pluriannuel de lutte contre la corruption. Donc vous voyez que c'est pluriannuel, national, de lutte, donc c'est très ambitieux. Nous allons, d'ici une dizaine de jours, proposer un plan d'action à nos ministères, c'est-à-dire au ministre de la Justice et au ministre de l'Action et des Comptes publics, pour essayer de leur faire valider la méthode que nous allons leur proposer. Et si cette méthode est validée, nous allons lancer une consultation publique. Nous avons reçu ce matin même un certain nombre d'organisations type Transparency, etc., pour les associer à ce travail. D'abord parce que moi je souhaite, j'allais dire par stratégie, associer et marquer en quelque sorte l'ensemble des personnes qui pourraient avoir quelque chose à dire sur le sujet de façon à nous mettre à l'abri de tout reproche. Et puis parce que je pense que tout le monde peut avoir des bonnes idées. La corruption, l'anticorruption, c'est quelque chose qui doit concerner tout le monde, aussi bien les administrations de l'État que les collectivités, que les entreprises, que les particuliers. Et donc nous souhaitons que ce plan national soit véritablement un plan national. Il sera animé évidemment par l'État, il sera mis en œuvre par les administrations de l'État, mais il faut aussi qu'il trouve d'une manière ou d'une autre une déclinaison jusque dans les collectivités les plus lointaines. Voilà pour le Conseil. J'indique aussi que nous avons décidé, après une hésitation un peu longue, de nous lancer dans un Conseil un peu plus long, à plus long terme et plus personnalisé, c'est-à-dire qu'au-delà de recommandations générales et impersonnelles qui s'adressent à tous, nous souhaitons pouvoir assister certaines organisations, je dis organisations, c'est entreprises, collectivités, enfin certaines personnes morales, nous souhaitons pouvoir les suivre dans l'élaboration d'un plan. Voilà pour les dispositions concernant le Conseil. Quelques mots maintenant sur le contrôle. Nous avons depuis la création de l'agence et dès le 17 octobre 2017 lancé au total, je crois, 32 contrôles. Dans un premier temps, dans une méthode classico-classique,
assez inspiré d'ailleurs de la culture de nos agents, qui pour beaucoup sont originaires de la DGFiP, avec un contrôle notifié, d'abord sur pièce, puis sur place. J'indique que la loi ne nous oblige à rien, que nous ferons parfois l'inverse, c'est-à-dire d'abord sur place, ensuite sur pièce, que nous ferons aussi, non pas des contrôles inopinés, parce que je pense que ça ne sert à rien, mais des contrôles un peu plus éclairs. Nous en avons fait un il y a quelque temps dans le sud de la France, qui a d'ailleurs révélé tous les bienfaits d'un contrôle rapide. Nous avons contrôlé essentiellement des acteurs économiques, dont un acteur public. Nous avons actuellement des contrôles d'acteurs publics qui sont en cours au nombre de 8. Je précise et j'insiste sur le fait que nos contrôles sont des contrôles des structures, hein, ce sont des contrôles des moyens et des procédures mises en œuvre pour prévenir la corruption, c'est-à-dire qu'ils portent sur les 8 points de l'article 17, l'existence d'une cartographie des risques, l'existence d'un code de conduite intégré au règlement intérieur, l'existence d'une évaluation effective des clients, des fournisseurs, des intermédiaires, etc. Je ne vais pas énumérer les 8 points, mais nos contrôles portent là-dessus, mais la loi nous a donné, et j'y tiens beaucoup, le pouvoir de procéder à des entretiens, le pouvoir de réclamer des pièces, quelle qu'elle soit, quel qu'en soit le support, et c'est très utile parce que c'est ce qui peut nous permettre de passer d'une conformité absolument artificielle, comme je l'ai connue il y a fort longtemps, dans des pays qui se prétendent vertueux, à une véritable conformité où on vérifie qu'au-delà de ces apparences, parfois trompeuses, il y a une réalité dans la mise en œuvre de ces dispositifs et que ce n'est pas simplement de la cosmétique. Je dis ça et je le dis avec beaucoup d'insistance parce que nous n'entendons pas nous discréditer nous-mêmes en faisant des contrôles de façade et nous n'entendons pas non plus exposer les entreprises en leur donnant en quelque sorte une espèce de satisfecit sur quelque chose qui serait peu sérieux et qui pourrait les exposer à des poursuites ou à des reproches en France ou à l'extérieur. Je vous donne un seul exemple. Lors d'un contrôle assez récemment, des agents ont demandé par sondage des explications sur des flux qui allaient dans un pays américain d'ailleurs, mais peu scrupuleux, je fais allusion au Delaware, eh bien, on s'est heurté à l'amnésie de notre interlocuteur qui a indiqué ne pas se souvenir de ce qu'étaient ces flux. Nous lui avons rappelé que la comptabilité était là pour venir à son aide, puisqu'il y avait une obligation légale de conservation des documents. J'attends encore la réponse. J'espère l'obtenir, et si je ne l'obtiens pas, il est probable que, Madame le procureur financier, vous ayez un signalement article 40 avec 3 versements sur 3 exercices consécutifs d'un montant à peu près équivalent au bénéfice d'un fournisseur dont on ignore toujours ce qu'il a fourni. Voilà pour les contrôles. Alors, les contrôles se passent plutôt bien. Ils sont plutôt bien... Enfin, je ne dis pas qu'ils sont bien acceptés, parce que les entreprises sont comme tout le monde. Il se passerait évidemment largement des contrôles. Mais les contrôles se finissent bien, si je puis dire, puisque tous les rapports qui ont été notifiés avec, pour l'essentiel, des constats de manquement. Alors le manquement, ce n'est pas un crime contre l'humanité, hein, mais c'est simplement que quand on regarde est-ce qu'il y a un code de conduite, est-ce qu'il y a, ben, on se rend compte qu'il n'y a pas. Voilà, il n'y a pas. Alors dans certaines entreprises mieux préparées, qui ont des activités de façon plus ancienne, des activités à l'international, on trouve des systèmes déjà assez bien rodés, notamment de conformité anti-blanchiment. Il est rare, pour l'instant, nous n'avons pas trouvé de système qui réponde parfaitement aux exigences de la loi. Donc, dans tous les cas, nous avons relevé un certain nombre de manquements. Nous établissons un rapport. Ce rapport est notifié aux responsables de l'entreprise qui disposent d'un délai de 2 mois pour faire part de leurs observations écrites, lesquelles demeurent annexées au rapport, et nous leur avons offert la possibilité de venir nous voir pour exposer directement leurs observations. Quand mes agents m'ont proposé ça, j'étais assez réticent parce que je me suis dit tout le monde va vouloir venir me voir. C'est d'ailleurs ce qui se passe, tout le monde vient me voir. Mais c'est très utile parce que ce que je constate, c'est que l'engagement, la sincérité de l'engagement
et manifesté à l'occasion de ces visites. Pourquoi? Parce que je suis désolé, chers amis, mais s'il n'y a pas un gendarme au bord de la route, personne ne respecte la vitesse. Et c'est la peur du gendarme qui fera qu'à un moment donné, les choses se mettront en place et fonctionneront convenablement. Alors je ne voudrais pas dépasser, je l'ai peut-être déjà fait mon temps de parole, je voudrais vous dire quand même 2 mots sur l'international. Je pense que lutter contre la corruption en voulant rester sur le territoire national, c'est un peu comme vouloir mettre une moquette dans une pièce si la moquette est trop grande et sans vouloir la découper. Vous n'y arriverez pas. Aujourd'hui, on ne peut plus lutter contre la corruption ni contre le reste d'ailleurs, parce qu'il n'y a plus d'affaires qui soient franco-françaises. On ne peut plus lutter contre la corruption sans s'intéresser à ce qui se passe à l'extérieur. Je crois qu'on est resté trop longtemps les bras ballants en regardant ce que faisaient les autres et en se plaignant des résultats. Aujourd'hui, nous souhaitons, et je pense que c'est, je pense pas, j'en suis certain, c'est un souhait partagé par nos interlocuteurs du parquet national financier, il faut, et des autres parquets concernés, il faut qu'on rentre dans cette danse, si je puis dire, sinon les autres auront prétexte à le faire à notre place. Et je pense que ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est extrêmement intéressant à bien des égards. C'est intéressant parce que ça manifeste de façon très concrète l'engagement de la France dans la lutte contre la corruption. Et je vous rappelle que nous serons évalués par l'OCDE et par d'autres institutions dans les années qui viennent, et que ce n'est pas simplement avec des lois et des grands principes proclamés qu'on pourra justifier de notre engagement, mais c'est avec des exemples concret. La loi, c'est bien, la création de l'AFA et tout le bruit qu'on fait autour de ça, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut des résultats, il faut des dossiers. On nous l'a dit, on nous le répète tous les jours. C'est bien aussi parce que ça va conduire les entreprises à considérer qu'il est peut-être finalement plus intéressant d'aller voir son procureur préféré et payer son amende au Trésor français plutôt que de verser des commissions au Trésor américain ou à je ne sais qui. Donc j'espère que cette mesure et celles qui suivront inciteront un certain nombre d'entreprises à solder leurs passifs en s'adressant à nous qui les conduirons naturellement vers le parquet ou en s'adressant directement au parquet, pour solder un passif corruptif et repartir sur de meilleures bases. Je pense, et c'est notre intention commune, je pense qu'il est utile que nous puissions afficher une stratégie commune, des lignes directrices communes avec le parquet national financier, pour expliquer aux entreprises quels avantages elles pourraient retirer de ce type d'attitude. Et je pense aussi qu'il est extrêmement important que nous diffusions ce message, au moins au niveau européen, pour que nous puissions instaurer de véritables procédures collectives de règlement de ces affaires-là, parce qu'on ne peut pas exclure qu'une même entreprise soit inquiétée en France, aux États-Unis et ailleurs. Et ça serait peut-être une bonne chose que l'on puisse convenir que dans un tel cas, tout le monde se met autour de la table pour discuter des suites, et que ceux qui ne sont pas là dans les délais impartis se taisent à jamais, et que ceux qui sont là puissent faire valoir leurs exigences. Et ça peut peut-être faire sourire ce que je vous dis, mais j'étais avec un représentant du département américain de la justice il y a à peu près 3 heures, et il est tout à fait réceptif à ce genre de propositions. Voilà, alors je ne vous ai pas dit le 10e de ce que j'aurais pu vous dire, mais vous poserez toutes les questions que vous souhaiterez. Merci. Merci, monsieur le directeur. Peut-être il y a des réactions ou des questions à la table. Est-ce qu'il y a des questions à la table, ou peut-être Emmanuel? Oui, moi j'avais une petite question sur la question des lanceurs d'alerte dans la loi et dans la pratique un an après. La loi, en créant le statut général des lanceurs d'alerte, a voulu les protéger davantage et donc, d'une certaine manière, peut-être les inciter à être plus audacieux ou du moins à franchir le pas d'une alerte dans le calcul de risque qu'on peut faire au moment où on hésite à lancer une alerte. Et en même temps, le mécanisme à pallier que chacun connaît, d'alerte en interne, puis
puis aux autorités et puis au public. C'est un mécanisme peu pratique et un peu dissuasif. Est-ce que, dans l'année qui est écoulée, est-ce que ce mécanisme a produit un effet? La question s'adresse à l'ensemble des intervenants. Est-ce qu'on voit frémir, disons, davantage ces formes d'alerte, ou est-ce que finalement les gens qui hésitaient avant hésitent toujours autant aujourd'hui? Il y a un petit, pardon, je prends la parole. Oui, il y a un petit frémissement, mais on reçoit nous, ce sont surtout les organisations non gouvernementales, type Transparency, Sherpa, Anticor, qui nous saisissent, mais de lanceurs d'alerte au sens même de la loi, non, pas réellement. Si vous voulez, je peux vous donner notre expérience, qui est récente. J'ai toujours eu cette idée-là, enfin en tout cas je la mettais en pratique quand j'étais juge d'instruction, et je crois qu'aujourd'hui il est important pour nous de prendre en considération, alors les lanceurs d'alerte, j'allais dire ça va du fou en passant par le mari trompé ou par le paranoïaque et puis par le type sincère qui dénonce des choses exactes. Il y a là-dedans, si vous permettez, il y a à boire et à manger, si vous voulez. Mais je crois que l'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de dire oui, mais enfin, bon, c'est anonyme, alors c'est pas sain, on ne le traite pas. Je pense que lorsque nous avons été créés, on a eu de suite un certain succès au niveau des alertes. Alors c'était des alertes parfois un peu sauvages, ça passait pas toujours par des canaux, mais après c'est à nous aussi de recevoir les gens, de leur expliquer ce qu'ils peuvent faire, comment ils doivent le faire, et c'est à nous surtout de trier, si vous voulez, ces dénonciations qui peuvent arriver par voie postale, par mail, anonyme ou pas, par courrier déposé à l'accueil de notre agence. On en reçoit assez régulièrement, on essaie de les traiter en étant effectivement très vigilant, parce qu'il ne s'agit pas qu'on perde notre temps dans des choses complètement fantaisistes. Alors, on en a eu, et pour être tout à fait sincère avec vous, vous savez que l'un des pouvoirs fondamentaux que nous donne la loi, c'est un pouvoir d'autosaisine. C'est-à-dire que le directeur peut, puisque c'est un pouvoir propre qui lui est reconnu par la loi, qui naturellement est mis en pratique dans une forme de concertation avec mes agents, sinon ça n'est pas la peine d'être à 60, je serai tout seul, mais après discussion, on choisit, on fait une programmation de contrôle. Je vous rassure de suite, nous appliquons la loi à la lettre, c'est-à-dire que nous faisons des contrôles qui sont évidemment sur des entités que nous allons choisir pour une raison ou pour une autre, mais qui ne sont guidés, inspirés par aucune espèce de suspicion. On fait des contrôles de structure, mais je ne vous cache pas, et si je vous disais le contraire, vous considérez que je suis un menteur et vous auriez raison, quand on a un bon tuyau, on essaie aussi de l'utiliser. Nous avons de temps en temps des bons tuyaux, et quand le tuyau est trop bon d'ailleurs, on le passe directement au parquet, parce qu'on ne va pas détourner nos pouvoirs et faire jouer au chat et à la souris pour essayer d'aller trouver une infraction dans une entreprise en faisant du carottage comme ça, où on y perdrait notre temps. Donc il faut vraiment, si le tuyau est vraiment très bon, on passe la main au parquet. Si le tuyau nous paraît un peu, peut-être pas tout à fait encore achevé, à ce moment-là, on peut provoquer un contrôle administratif et à la faveur de ce contrôle, essayer de voir s'il y a eu des faits commis ou si tout simplement ces faits révèlent une faiblesse dans les dispositifs anticorruption. Je pense que le fait que nous réagissions à ces alertes fait que nous sommes considérés, ou nous serons un jour considérés, comme une institution qui traite les alertes, et donc nous en aurons d'autres, et nous en aurons des bonnes. Alors nous en avons une excellente, nous avons une personne qui est venue nous signaler des faits extrêmement graves concernant une société extrêmement importante, qui occupe au sein de cette société un poste de responsabilité assez important, donc on a toutes les raisons de penser que ce qu'il nous dit est exact. C'est quelqu'un qu'on a reçu longuement, avec lequel on a discuté très longuement, et qui nous paraît être quelqu'un de parfaitement sain d'esprit, et qui ne paraît pas poursuivre des buts autres que ceux de dénoncer des faits graves. Nous n'allons pas faire un contrôle administratif, ou peut-être nous ferons un contrôle administratif, mais j'allais dire
en parallèle d'une éventuelle enquête pénale, parce que les faits tels qu'ils les précisent sont parfaitement caractérisés, et nous allons donc communiquer ces informations au parquet. Nous avons des alertes moins circonstanciées qui nous conduisent à faire ou pas des contrôles en fonction. Alors, toute la difficulté qui se pose, c'est que aujourd'hui, le système des lanceurs d'alerte est assez peu connu. Les gens ne savent pas trop à quoi correspond la protection qu'on leur offre. Pour être assez sincère, je trouve que la protection qu'on leur offre est peut-être insuffisante. En un mot, il faut qu'ils soient eux-mêmes inquiétés dans le cadre d'une poursuite, menace de licenciement ou autre, pour pouvoir bénéficier de cette protection-là. On est vraiment loin de la protection des repentis et des collaborateurs de justice. Bon, mais c'est aussi à nous, j'allais dire, de faire un accompagnement personnalisé pour pallier ces difficultés-là. Et nous le faisons. Nous avons de plus en plus de contacts avec le défenseur des droits. Nous sommes en train de mettre en place les relations et les circuits nécessaires pour arriver à faire fonctionner ces dispositifs. Et je crois donc que nous avons commencé. Alors c'est un peu timide pour l'instant, mais ça commence à fonctionner. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit rémunérer ou pas les lanceurs d'alerte, parce qu'on a un certain nombre de gens qui viennent nous voir et puis finalement, ils cherchent un peu à savoir ce que ça va leur rapporter. Et puis s'ils voient que ça va leur rapporter que des ennuis, généralement, ils gardent leur alerte pour eux. Peut-être d'ailleurs la donneront-ils aux Américains, j'en sais rien, puisque eux payent. C'est quand même une question, à mon avis, qu'il faudrait qu'on se pose. Je voudrais peut-être compléter ce que vous avez dit concernant les alertes pour vous faire part de l'expérience de l'entreprise, alors qu'il n'était pas très ancienne pour ce qui me concerne moi dans le groupe Lagardère. Néanmoins, les procédures d'alerte internes qui ont été mises en place et qui ont finalement été intégrées dans les règlements intérieurs démontrent en fait que peut-être par un manque de communication suffisamment fort, c'est un moyen qui n'est pas très utilisé, quasiment pas, et c'est un euphémisme dans ma bouche, et tant et si bien que la question qui se pose maintenant en liaison avec le droit d'alerte plus général, la mise en œuvre du devoir de vigilance, on se pose la question de savoir si on ne va pas faire un système d'alerte externe avec une communication beaucoup plus adéquate qui pourrait stimuler en fait ce droit d'alerte au sein à la fois pour les salariés, mais pour les parties prenantes de l'entreprise. Parce que la procédure interne montre qu'elle a des limites immédiates, notamment pour ce qui concerne la confidentialité, et qui inhibe peut-être les personnes qui seraient susceptibles de la mettre en œuvre. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il y a un micro. Monsieur Paradis. Pour pas les citer. On a l'affaire Société Générale qui vient de sortir. Est-ce que vous considérez aujourd'hui, dans ce premier cas, que l'objectif annoncé par Monsieur le ministre est arrivé et que les autorités étrangères, notamment les autorités américaines, considèrent la France, les autorités françaises, le parquet financier, comme étant des autorités dignes de foi, en se rappelant qu'il y a quelques mois, le département américain disait « la loi Sapin, c'est bien, on va voir sur pièce, et en fonction de ce que les autorités françaises feront, on se donne la possibilité de venir regarder ce que la France a pu trouver ». Est-ce qu'aujourd'hui, les autorités américaines, notamment, regardent la France d'un autre œil que ce qu'ils ont pu faire pendant des années? Merci. Je vais prendre la parole pour penser que c'est quelqu'un d'autre que moi qui est le plus apte à le dire. Donc peut-être que c'est le moment de vous passer la parole, Madame Houlette, parce que vous aurez certainement l'envie, le plaisir de décrire ce qui s'est passé à l'occasion de la Société Générale. Mais je voudrais juste dire un mot. Au moment de l'élaboration de la loi Sapin,
j'ai été voir un certain nombre de mes collègues ou d'autorités étrangères pour voir comment ça se passait chez eux. En Angleterre, par exemple, où une loi de même nature avait été adoptée peu de temps auparavant et commençait à être mise en œuvre. Et bien entendu, aux États-Unis. Et aux États-Unis, ce que m'ont dit les autorités, DOJ et autres, c'était « vous ne faites pas le job, faites le job et on vous laissera tranquille. La seule chose qu'on veuille, c'est que le job soit fait. Pas de job, on fait le job. Vous faites le job, c'est parfait. » Et je crois que c'est aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Alors, effectivement, c'est aussi un écho que j'avais eu il y a quelques mois, la parution de la loi, je crois que c'est une Sapien II Law, ainsi qu'elle est connue dans ces pays de langue anglaise, est apparue comme étant parmi les plus hauts standards. Mais, comme vous le disiez, M. Duchesne, une bonne loi, c'est une chose, une bonne application de la loi en est une autre. Et donc, les autorités américaines et d'autres autorités, je crois, attendaient et attendent encore, il faut des confirmations dans la durée, de voir comment ce serait mis en œuvre et comment les autorités chargées de le faire, en particulier parquet, lorsqu'il s'agit de la mise en place d'une convention judiciaire d'intérêt public, feraient. Et donc là, je crois que depuis la semaine dernière, on a un bon exemple de ce qu'on est capable de faire.